secteur agricole. Le secteur agricole aujourd'hui connaît une transition environnementale, mais aussi une transition humaine, sociale. Aujourd'hui, on reçoit Francis Napès et Audrey Bourrelot qui vont venir nous parler de Lean dans l'agriculture. On peut les applaudir. Francis et Audrey, en cofondant Hectare, ils ont voulu apporter une vision différente sur ce secteur, créer une ferme, créer de l'efficience, créer de l'efficacité dans l'agriculture, mais aussi apporter l'aspect humain et apporter cette transition. Audrey, pour son parcours, Audrey a travaillé dans différents postes en France et à l'étranger, comme des postes de directeur marketing, directeur commercial, dans le secteur viticole, dans le secteur de l'agriculture. En 2017, Audrey se rapproche d'Emmanuel Macron, le candidat, pour l'accompagner dans sa campagne. Par la suite, elle prend le poste de conseillère à la pêche, à l'agriculture, à la forêt, qu'elle quittera en 2019 pour cofonder avec Xavier Niel la société Hectare. Francis, lui, de son côté, on le connaît par l'entreprise Blablacar. Francis a cofondé l'entreprise Blablacar et Francis était directeur des opérations du groupe. Il a créé l'architecture qui a fait qu'aujourd'hui Blablacar, c'est l'entreprise qu'on connaît, une entreprise à succès. Il a travaillé également dans des secteurs d'entreprises type Mythique ou Free. Francis a également cofondé un think tank qui s'appelle TechRox, excusez-moi. TechRox, qui regroupe l'ensemble des leaders de la tech. Francis est très attaché à l'agriculture au niveau familial, et Francis a aussi une appétence pour l'agile, pour le lean. Il y a un mois, avec Audrey et Francis, on s'est vu sur la ferme Hectare pour parler du Lean Summit, mais on a également fait un Gemba. Et il y a une anecdote, il y a quelque chose que j'aimerais vous partager, parce que pendant ce Gemba, on a échangé avec Julie, qui est la vétérinaire qui intervient chez Hectare. Et Julie, ce qu'elle nous disait, c'est que quand elle a commencé à travailler avec Hectare, c'était souvent du mode pompier. L'équipe Hectare contactait Julie parce qu'il y avait des problèmes, parce qu'il fallait avoir une solution rapide, avoir quelque chose qui permette de débloquer la solution. Et au fil de la discussion, ce que Julie a ressorti en échangeant avec Audrey, c'est qu'aujourd'hui, elle est passée de ce mode pompier à un mode apprenant. Un mode apprenant pour elle, mais également un mode apprenant pour l'ensemble des collaborateurs de Hectare. Et il y a un mot qui m'a fait tilt, c'est qu'elle a dit moi je suis un maillon de la chaîne d'aide. C'est qu'aujourd'hui, cette expérience a servi à Julie au niveau d'Hectare, mais ça lui sert également sur l'ensemble de ces exploitations sur lesquelles elle travaille. Donc je vais laisser Francis et Audrey vous présenter le Lean au service de la transition agricole. Bonjour à tous, merci à l'Institut Lean France et puis à Michael qui a permis cette intervention possible, et à Charles pour sa bienveillance, parce qu'on s'est senti vraiment accueillis dans une communauté et on a la modestie d'être au tout début de l'histoire du Lean au service de la transition agricole. Je voulais partager 3 points avec vous. Pourquoi parler d'agriculture? C'est un sujet qui me tient à cœur de le resituer. Pourquoi Hectare et pourquoi le Lean? Quand on parle de décarbonation, je crois que l'ensemble des sociétés ici entendent cette fameuse enjeu d'atteindre la neutralité carbone. On ne le fera pas sans prendre conscience de l'enjeu de captation et de capacité d'être une solution pour nos terres agricoles. 36% de la surface de l'Union européenne, ce sont des terres agricoles et c'est la moitié de notre pays. Donc on a une formidable solution ici, c'est de faire de nos terres agricoles des puits de carbone. L'agriculture fait aussi partie du problème quelque part, puisqu'on est un des secteurs les plus émetteurs. Et moi, quand je suis entrée dans le sujet de fonder Hectare, j'étais beaucoup centrée sur décarboner. Toutes les entreprises venaient nous voir en disant « vous allez être une de nos solutions ». Parce que quand on mange quelque aliment que ce soit, on a à peu près 60 à 80% des émissions d'un aliment qui dépendent du scope 3. Donc quand on veut décarboner n'importe quel aliment, il faut s'intéresser à ce qui se passe dans les fermes. Je pourrais prendre l'exemple pour la cosmétique, où hier on était avec l'industrie du textile, sur les fibres, sur les couleurs, etc. Donc toutes nos industries sont finalement assez liées aux terres agricoles. On aime bien modéliser chez Hectare, c'est un de nos premiers métiers. Et en fait, on s'est très vite rendu compte avec ce projet, j'y reviendrai, qu'on pouvait œuvrer pour la décarbonation des fermes, mais ça ne se ferait pas sans une approche chaîne de valeur, du champ à l'assiette si je puis dire, puisque sur l'exemple de la baguette, étant française, c'est un produit qui me tient à cœur,
On voit qu'on a la moitié des émissions carbone qui sont donc sur la façon dont on fait la culture du blé dans nos fermes en France, mais c'est que 5% de la profitabilité, et que donc on peut décarboner tout seul, mais on ne le fera pas sans travailler avec l'amont et l'aval, ce qui était une approche qui nous a apparu très nettement. Deuxième défi, donc le premier défi quand j'ai voulu fonder Hectare, c'était celui de la décarbonation, et c'était celui très vite qui est apparu. Et je disais encore ce matin, on parle beaucoup de RSE, et le S est toujours le très grand absent des discussions qu'on peut avoir avec l'aval de la chaîne de valeur. Nous, ce qui nous frappe, c'est qu'on a 10 millions de fermes en Europe, les trajectoires sont claires et écrites, il n'en restait plus que 4 millions d'ici 2040. Donc on a vraiment un enjeu de consolidation. Et si je ramène ce chiffre-là à l'échelle de la France, on a 160 000 fermes qui vont être à reprendre d'ici les 5 ans dans notre pays. 70 000 emplois restent à pourvoir dans ce secteur-là. On est le secteur qui a le plus recours au travail détaché. Et ce qui nous a apparu nettement, ça a été, pour ceux qui ont, et j'en suis sûre dans la salle, des origines agricoles, comme la plupart finalement des Français, on parle de génie un family business, mais de modèles de transmission orale, avec un homme ou une femme clé, à deux grandes tendances qui vont arriver dans notre pays. Une extrême consolidation des actifs. Statistiquement, ça ne se voit pas trop, parce qu'en fait, les capitaux restent familiaux, mais vous pourrez regarder sur nos réseaux sociaux, on a publié la semaine dernière un article d'une entreprise qui fait de la gestion pour compte de tiers, c'est-à-dire la sous-traitance agricole. Donc, de manière faciale, ça reste des exploitations familiales, mais cette personne opère 6 000 hectares en France, par délégation de sous-traitance, comme ça se fait dans d'autres secteurs finalement. Donc d'un côté, une extrême consolidation qui fait apparaître des nouveaux acteurs de la sous-traitance agricole, qui font le job. Alors on ne fait pas plus d'1 heure de tracteur. On va avoir quand même des pools territoriaux d'opérateurs qui doivent agir dans un contexte climatique de plus en plus contraint, donc des tailles de plus en plus grandes de fermes et des opérations qui sont, avec le changement climatique, très courtes. On le voit en ce moment, je donne un exemple sur cette année, on est en train à la fois d'être en train de semer des cultures de printemps et de faire des travaux de fauche, alors qu'avant ça s'étalait sur 3 mois. Là, on va avoir 1 mois pour faire les mêmes opérations. Donc une vraie cyclicité des opérations. Et face à ça, d'autres acteurs qu'on accompagne aussi avec Hectare, qui sont des nouveaux entrants. Et eux, quand ils n'ont pas hérité de la terre de leurs parents, qui veulent créer de la valeur et salarier des personnes dans les territoires, ils doivent être sur une logique très forte de diversification, de marque employeur. Nous sommes des employeurs de notre territoire. Qui on attire? Nos salariés, ils ont le choix de venir travailler sur la ferme que vous avez vue, ou aller dans un entrepôt, dans une grande distribution. Donc cette notion de marque employeur, elle va arriver sur des agriculteurs qui vont devoir faire, comme c'est notre cas, passer de 3 cultures en 3 ans à 10 cultures différentes, à transformer des produits sur notre ferme, peut-être demain produire des énergies vertes. La statistique, c'est que 8 fermes sur 10, dans moins de 10 ans, vont produire des énergies vertes. Donc une complexité des opérations. Donc notre vocation avec Hectare, c'est d'accélérer cette transition économique, créer de la valeur, mais surtout sociale, vers une agriculture décarbonée. Ça, je vous en ai parlé. Je reviens sur ce qui est pour moi la perception du métier d'agriculteur, parce que c'est vrai que même quand on se présente, chef d'exploitation, c'est pas très social, j'exploite personne, il alterne les personnes de l'équipe. Paysanne, vous m'aurez vu sur une micro-ferme, ou agriculteur, comme si je sais tout faire. Je ne sais pas combien de tracteurs, mais ça se passe bien, je le vis très bien. Je sais m'entourer comme tout chef d'entreprise. Donc nous, notre perception, c'est de dire nous sommes les chefs d'entreprise de nos territoires et on va chercher l'expertise et la compétence là où elle se trouve. On a une ferme pour expérimenter et Francis va vous présenter après ce qu'on fait sur cette approche Lean. Et après, notre but, et c'est important pour nous, c'est qu'on est vraiment un pilote, on a la chance d'essayer. Il y a peu d'entreprises, on peut autant essayer que nous. Donc on a un devoir en open source et de manière la plus gratuite possible de transmettre notre retour d'expérience à la chaîne de valeur, mais aussi à des agriculteurs sur lesquels on a beaucoup à apporter sur ce sujet, de charge mentale et de meilleure organisation. C'était synchronisé avec le déclic Lean, j'ai eu la petite musique d'accompagnement. Pourquoi j'en suis venue au Lean? Alors je tiens à vous dire quelque chose, j'ai fait une école de commerce tout assez classique, j'ai effectivement beaucoup voyagé, travaillé dans les grands groupes, et avant de rencontrer Francis, qui est arrivé sur Hectare, et qui avait donc un autre parcours que le mien, j'avais jamais entendu en parler du Lean. Donc je pense qu'il y a encore un énorme chemin d'évangélisation à faire, pour en tout cas des personnes comme moi. Et en plus, le passage à la mise en œuvre, pour moi, il a été parce que j'ai échoué. J'ai complètement échoué dans une vision que je viens de vous présenter, qui est parfaite de ce qu'il faut faire. Et j'ai une phrase qui est une vision non partagée est une hallucination. Et que je pouvais être tout seul à donner ma vision de ce que doit être cette transition d'une agriculture bas carbone, de la reprise de ferme.
Et on a une chance avec Hectare, c'est d'avoir nous-mêmes une ferme à opérer. Donc ça a été pour moi une grande leçon d'humilité. Et qu'est-ce que j'ai appris et pourquoi on en arrive au lean? Ça a été très vite, quand on entreprend, je pense que c'est, même quand on est patron d'une BU ou autre, c'était d'accepter ses forces et ses faiblesses. Ça a été de dire effectivement qu'il y a des choses que je sais faire dans l'entreprise, conduire une stratégie, communiquer, l'emmener, mais que je ne suis peut-être pas la meilleure pour mettre en œuvre cette stratégie. Et quand on entreprend, je le dis souvent, on a un absorbeur de choc. Tous les jours, on sait exactement ce qui ne marche pas sur notre entreprise. On doit quand même diffuser cette confiance. Là, moi, je suis plutôt sur la partie diffuser une confiance aux équipes. Francis, et c'est là où moi j'ai la chance d'avoir et Francis à mes côtés, Astrid, d'autres personnes qui nous accompagnent, Sabrina, qui sont ici les miroirs des dirigeants. Et on doit s'entourer de gens qui osent nous dire des choses pas très confortables et pas très agréables. Et moi, ça a été de dire, c'est super, tu fais une vision, tu as un grand rapport à où il faut emmener cette boîte-là, mais en fait, le temps de ta vision, c'est pas le temps de notre action auprès des équipes. Donc toi, tu es déjà à 3 ans, mais nous, on est déjà sur la vision du temps 1. Donc il faut nous laisser le temps de digérer et de mettre en œuvre ce que tu veux pour cette entreprise. Il y a aussi autre chose, je me trouvais très très sympathique à partager avec quasiment tous les salariés de la boîte, cette vision et puis la stratégie, et pourquoi j'hésitais sur certains choix de pilotage ou d'outils. Et en fait, ça les mettait mais dans un état de stress, en disant même elle ne sait pas. Et moi, je trouvais que c'était fort sympathique de partager à tous les niveaux mes doutes, mon envie, etc. Donc non, ça on m'a expliqué qu'effectivement, on ne partage pas le temps avec toutes les équipes. Et donc il faut accepter de sortir de sa boîte pour que les choses se mettent en œuvre. C'est-à-dire qu'il y a des jours où l'équipe m'a dit, c'est bien que tu ne sois pas là. Parce qu'il faut que l'équipe se prenne des petits murs pour progresser. Si tu es là et que tu récupères en permanence les erreurs, on ne progressera pas. Donc il faut accepter que ce soit fait autrement. Et ça, je pense que c'était pour moi quelque chose de difficile quand on a autant de sincérité dans ce projet-là, de dire, mais en fait, je sais comment il faut emmener les choses. Maintenant, en fait, sinon on fait une boîte de conseil toute seule. Et donc, à partir du moment où on entreprend, ou qu'on décide de manager des équipes, il faut accepter ça. Et la dernière chose, c'est de se rendre compte très récemment, en préparant cette intervention, que malgré tout, on était toujours, en tout cas moi avec les BU d'Hectare, il y en a plusieurs, on a plusieurs activités, on a une ferme, on fait aussi des séminaires, etc. J'étais encore restée sur mes KPI de BE, de CAPEX, et que je passe mon temps à dire à l'équipe, il faut progresser dans cette démarche d'amélioration continue. Et en fait, si le lean devient notre priorité, je ne peux pas rester sur les mêmes indicateurs vis-à-vis des managers. Et donc ça, c'est vraiment en préparant cette intervention que ça nous est apparu. Donc maintenant, on va changer les indicateurs aussi de la boîte qui doivent être aussi en adéquation avec ce qu'on porte. Ça, c'était pour la partie sur l'introduction. Et donc Francis, un jour, je raconte cette anecdote, m'a dit, voilà, on va processer l'affaire, on va devoir attirer et devenir un employeur de notre territoire. Et c'est lui vraiment qui a initié cette démarche, donc c'était tout à fait normal qu'il puisse la présenter. Et je crois qu'il faut aussi savoir s'entourer de personnes qui sont à même de vous aider quand vous êtes manager ou autre à installer cette démarche. Donc je lui laisse la parole. Ça reste une discussion tous les deux, parce que c'est des choses qu'on gère au quotidien ensemble, donc ravi de ta participation. Merci pour votre accueil. Alors j'avais juste une question pour vous pour commencer, parce qu'après vous aurez sûrement des questions pour nous, mais qui dans la salle a un lien direct ou indirect avec l'agriculture? Levez la main, juste pour qu'on raconte. J'espère que cette discussion va vous amener des réflexions intéressantes. Ravi d'en parler avec vous aussi après en présentation. Donc, une fois qu'on a la vision et qu'on a commencé les opérations, parce qu'en fait, effectivement, on a mis en route ce qu'on avait en tête, on a commencé à prendre les premiers échecs, etc. Et la posture d'apprendre, en fait, n'était pas là entièrement au début. Donc nous-mêmes, on a dû se transformer pour dire, ok, qu'est-ce qu'on reçoit comme message et qu'est-ce que ça veut dire sur notre envie de faire, notre motivation, comment tout ça s'interprète. Voilà. Et donc le premier truc, ça a été de comprendre qu'une ferme, c'est un outil de production. Ça paraît très bizarre de le dire comme ça, je vais y revenir, mais vous allez comprendre que en fait, c'est un enjeu considérable, rien de cette prise de conscience-là, de dire en fait, on est là, on produit des choses, et donc en fait, on a la capacité de modéliser, comme disait Audrey, des éléments essentiels d'un outil de production. Ce qu'on fait la plupart du temps, c'est qu'on fait une gestion géographique et temporelle des enjeux qu'on a autour de nous. En fait, c'est que ça, c'est des champs, des gens, des ressources, etc. En fait, on fait que de la planification, de l'organisation de lieux, d'espaces, du temps, etc., des aléas et des expertises. Comme tu as dit, Charles, tout à l'heure, en fait, on est entouré d'experts, d'expertes. Et donc, cette valeur-là, à intégrer dans l'équation, il faut qu'on arrive à trouver la bonne place.
Le dernier truc, comme disait Audrey, c'est le social. C'est qu'une fois qu'on a dit, bon, bah, une ferme, c'est des champs, des tracteurs, etc., bon, ok, mais en fait, c'est surtout des gens. Et surtout dans une ferme qui se diversifie, etc., intégrer des gens, leur donner la bonne place, quasiment avoir une notion de carrière, je le dis comme ça parce que c'est un mot fort, mais sur une ferme, ça vous paraît bizarre normalement, le sujet est assez inédit. Voilà. Et donc nous, on essaie de projeter justement ces enjeux sociaux sur notre manière de faire dans effectivement le projet Hectare, qui est une chance pour nous de pouvoir expérimenter ça. Je reviens sur mon modèle de production, parce qu'en fait, je pense que c'est des diagrammes qui vous parlent très facilement, mais le vrai sujet, c'est une ferme, en fait, simplement, c'est un outil de production. Et on a des aléas qu'on connaît, donc en fait, évidemment, climatique, c'est le plus évident. Mais on a cette interaction avec le sol, qui est quand même, comme on disait en introduction par Annelise, mais en gros, qui est quand même notre sujet principal. Hein, quand on a commencé la ferme, on a dit, bon, bah, on va régénérer les sols. Donc nous, on a repris une ferme qui avait 40 ans, quasiment 40 ans d'exploitation mécanique, chimique, etc. Et donc on a dit, ok, en fait, on va s'occuper du sol d'abord. Alors c'est un S aussi, mais c'est pas exactement le social. Donc en fait, on s'est occupé de ça, et maintenant on est en train de s'occuper du social. Donc après, il y a énormément de paramètres dans ce graphe, on pourrait même l'améliorer, etc. Mais je trouve qu'il était intéressant d'en prendre conscience, et que l'équipe prenne conscience aussi que ce qu'on faisait, c'était ça. On crée de la valeur pour un client au travers d'un outil qui transforme plein de paramètres différents sur une ferme. Je vous donne un exemple, le premier qu'on a modélisé, qui n'est pas dans, on va dire, l'exactitude des chiffres, mais qui permet d'avoir le bon niveau d'obsession en fonction de où est-ce qu'on se situe dans l'année. Et donc en fait, en vert, vous avez très simplement la pousse de l'herbe, et en bleu, la production de lait. Et en fait, quand vous rejoignez le projet, aujourd'hui, vous pouvez arriver en avril, vous savez en un clin d'œil quasiment quelles sont les obsessions du mois d'avril. Donc avril, c'est là, hein, voilà. Je suis désolé, la slide est grande et c'est écrit en petit, mais c'est juste, ça sert à rien d'aller lire tous les détails. En fait, ce qui est intéressant, c'est de voir, c'est quoi les lots de vaches qu'on a, c'est quoi les enjeux de régulation, de santé qu'on va devoir assumer, on en est où sur la production laitière, on en est où sur la production des prairies, de l'herbe. Et en fait, vous rejoignez le projet, très simplement, vous allez vous dire, ok, ben en ce moment, l'obsession, c'est il y a les prairies qui poussent beaucoup, on a quand même une attente de production de lait qui est élevée, etc. Et donc c'est très simple. Aujourd'hui, ça, dans une ferme, aujourd'hui, il n'y a pas de documentation de ça, en fait. On a dû le créer nous-mêmes, parce que ça n'existe pas sur les terrains. Et en plus, ça nous représente bien, c'est-à-dire, en fait, ça se trouve une ferme ailleurs, dans un autre territoire, peut-être un décalage ou des éléments un peu différents. Pour moi, c'était très important de dire, j'arrive à accueillir des gens dans l'équipe, et très rapidement, ils ont une notion très simple de nos obsessions, de ce qui va être les sujets sur lesquels se raccrocher au plus vite en rejoignant le projet. Ça, c'était le temps. Maintenant, il y a l'espace. Donc, en fait, on a fait un premier exercice qui était très simple, qui était, oui, on a une carte des espaces, mais en fait, on a toujours imprimé, gribouillé, froissé, poubellisé, etc. En fait, on a dit, ok, on arrête ça. En fait, on a juste imprimé en grand la carte, et on a mis un plexi par-dessus. Et maintenant, avec un Velleda, on peut écrire des choses, effacer, réécrire, etc. Donc, toutes les réunions de tous les matins qui ont lieu dans cette carte sont censés pouvoir améliorer en disant en ce moment le lot de telle vache est à tel endroit, etc. En disant bon bah on va aller observer ici, là on voit il y a les veaux, etc. Et en fait ça permet d'être super efficace sur la réunion du matin, replacer les éléments dans l'espace, voilà. Et de dire en fait s'ils sont là, la ferme elle est là, donc en fait s'ils sont là ça veut dire qu'ils vont devoir marcher sur tout cet espace là, donc ça va être très long. Donc en fait sur nos standards de tâches, etc. ça va avoir un impact considérable. En fait ça change les standards. C'est ça qui est intéressant d'observer avec ce graphe-là. En fait, quand on revient au social, ce qu'on voulait éviter nous, notamment, mais dans une ferme normale, vous avez quelqu'un qui est un peu omniprésent, omniscient presque sur son savoir-faire, ses expertises, ses process, ses protocoles, ses obligations, l'administratif, etc. En fait, c'est vraiment quelqu'un qui couvre la totalité. C'est une caricature, mais c'est quand même pas loin de la vérité dans ce qu'on a constaté jusqu'à maintenant. Et on a dit, en fait, ça ne peut pas dessiner un futur, ça. Il va falloir sortir de cet état de l'art. Et donc, on a commencé à travailler sur le symptôme de la personne clé, comment est-ce qu'on transmet, comment est-ce qu'on organise l'information, comment est-ce qu'on la met à disposition, etc.
c'est quand même la conséquence de ça, c'est vraiment la charge mentale très élevée des agriculteurs, des agricultrices. Et en fait, ça leur limite leur capacité à justement accepter soit l'amélioration continue, parce qu'on est sans cesse en train de leur dire essaye de penser mieux, etc. Je suis au max, et le CPU au max, donc en fait, je ne peux pas faire mieux. Donc en faisant ça, en fait, on essaye de redescendre cette charge mentale et justement de laisser de la place pour qu'on puisse parler des bons sujets sociaux ou amélioration sur la ferme. Un des sujets dont je pense on est en train de explorer ces enjeux-là, c'est sur les salariés, comment est-ce qu'on gère le turnover et comment est-ce qu'on gère justement la limitation des TMS, etc. Ça, quand on va dans l'industrie, on voit qu'il y a une maturité beaucoup plus forte sur ces sujets. Et dans l'agriculture, en fait, on est encore au tout début de ces enjeux. Après, c'est des choses que vous connaissez par cœur, je n'ai pas envie de repasser dessus. Là, le social appliqué à la ferme, je pense que ça c'est vraiment notre particularité. Tous les autres enjeux, quand vous parlez d'un outil de production, en fait, vous les avez, la qualité, les pertes de temps, etc., les déchets, enfin, tous ces sujets, vous les connaissez par cœur. Donc, en fait, je reviens pas dessus. Comme l'a dit Audrey tout à l'heure, c'était intéressant de dire quelle valeur, KPI, on donne à la mise en œuvre du lean ou de l'amélioration continue, et donc quelle valeur on donne aussi au social dans notre manière de mesurer le succès dans une ferme. Donc en fait, il y a des valeurs du succès qui sont assez connues sur le rendement, sur la valeur économique, etc., sur la qualité même de ce qu'on produit, donc ça on sait faire. Mais en fait, il n'y a pas vraiment de KPI sur le social. Donc en fait, on commence, quand vous avez dans une industrie sur l'atelier de production, etc., vous avez des tableaux avec le nombre d'incidents, etc. Enfin, il y a pas mal d'éléments qui incarnent ces enjeux-là. En fait, nous, on n'a pas ça. On est en train de les mettre en place. Et là, le côté culturel ressort beaucoup, de dire en fait c'est ok d'afficher ça, en fait c'est ok de dire on a eu X incidents, et en fait c'est bien d'en parler. Parler des problèmes, on y reviendra, mais parler des problèmes c'est un vrai sujet. Et faire en sorte que toutes les équipiers qui sont présents en fait ont un taux de charge sur l'année, c'est un débat qu'on a beaucoup avec Audrey, c'est sur la... En fait on veut s'assurer que quand on recrute une personne, elle soit bien occupée sur la totalité de l'année. Ce qui est intéressant, c'est de dire, avec toutes les incertitudes dont Audrey a parlé précédemment, du secteur agricole, de la production, etc., en fait, on est obligé, avec un prix qui ne vous appartient pas en plus, parce que votre production en tant qu'agriculteur, en fait, elle est définie par un prix de marché. Donc en fait, le seul sujet sur lequel vous pouvez vous battre, c'est votre bottom line, c'est votre prix de production. Et donc en fait, vous devez être très bon sur les optimisations, tout ce qui est inefficace, etc., ça doit sortir. Tu peux reprendre celle-là, mais... Oui, c'était de dire effectivement le taux de charge. Sur l'année, on avait cette réflexion. En fait, on est rentré dans un système de production, on a pris une ferme céréalière, on a remis un élevage et on a un peu encore en flux poussé. Et là, on est en train de se dire pourquoi on ne modélise pas nos futurs ateliers. Si notre sol, c'est notre capital, de dire finalement, qu'est-ce que je fais si je dois lisser un ETP à l'année? Je vais peut-être plus produire les mêmes choses en fait. Parce qu'en fait, les céréales, à partir du printemps, les fleurs, en fait, on est en train de se dire, je vais prendre cet exemple parce qu'il est hyper concret. On a développé pour des raisons effectivement de valeur ajoutée un atelier sur la floriculture pour la cosmétique. La personne, notre ETP, commence là en avril, va finir au mois d'août. Soit je dis, en fait, j'ai qu'un mi-temps. Moi, ce que j'ai envie de faire en tant qu'employeur de mon territoire, c'est sécuriser de l'emploi, c'est notre vocation. Si je veux la garder un an, qu'est-ce qu'elle fait l'hiver? Donc on a commencé à dire, on fait de l'huilerie, on a mis en place une petite huilerie mobile pour l'hiver. Et en fait, je me dis, si on pensait à l'inverse, c'est-à-dire comment je sature l'ETP l'hiver, et qu'est-ce que je fais en plus l'été? Peut-être que je ne serais pas arrivé au même système de production. Donc là, on est en train de se dire que la modélisation doit passer peut-être par le taux de charge de l'ETP, et après qu'on sorte de la fleur, un peu plus d'huile ou autre, c'est notre sujet sales. Mais c'est aussi un autre raisonnement dans le monde agricole qui est plutôt du flux poussé versus comment garder des gens dans l'emploi de territoire. Je dis aussi, ce qui a réussi l'équipe, c'est qu'aujourd'hui, on a des personnes, on sort 400 000 pots de yaourt sur une toute petite ferme, donc c'est un petit semi-industrie de territoire, avec des personnes qui n'ont aucune compétence en enseignement technique. Parce qu'on ne les a pas trouvés, que ceux qu'on a trouvés, il a fallu tellement déconstruire sur le sujet de mode de vie, culture, pour les mettre dans ces outils-là qu'on n'a pas réussi. Et je trouve qu'aujourd'hui, moi, c'est ce qui me permet de dormir, c'est qu'on est capable, grâce à ça, d'accueillir des personnes de tous les univers. On est en train de se dire des personnes qui viennent, on avait quelqu'un qui venait de la mécanique, d'outils de maintenance, parce qu'en fait, les compétences sont plus les mêmes, parce qu'on a mis en place ces process-là. Et ça, je crois que c'est aussi pour moi, en tout cas, en charge mentale, hyper intéressant. Je vais prendre un autre exemple que je recite souvent. On a un problème dans le monde agricole, c'est la matrice, on y reviendra, de compétences, la qualification des compétences. Quand
on a lancé l'outil de production, donc je suis allée chercher un jeune homme qui avait fait du fromage pour me rassurer sur la maîtrise du risque sanitaire, etc. Il s'ennuyait, il voulait faire les marchés, aucune réalité économique pour nous, pour notre ferme. Et en fait, on était allé chercher une agent de maintenance, c'est gérer une petite industrie de territoire. En fait, on qualifie mal dans le milieu agricole ce dont on a besoin. Et nous, c'est vrai que le LIM doit nous permettre de nous affranchir des formations techniques agricoles. Et c'est aujourd'hui une grande fierté de pouvoir finalement accueillir cet été pour les vacances des jeunes femmes qui font de l'équitation, qui cherchent des jobs l'été. Elles peuvent conduire un troupeau, il faut juste pas avoir peur, une vache, elle fait 500-600 kilos. Mais si on a bien mis en place nos compétences, elles peuvent venir remplacer notre équipe cet été. Donc voilà, c'est vraiment transposer tous nos process à des personnes hors secteur. En fait, c'est ça, c'est que la mise en place des process et leur accessibilité, j'insiste là-dessus, ça permet de recruter du savoir-être et moins de savoir-faire. En fait, on peut régler les curseurs correctement et donc construire une équipe avec laquelle on a envie de travailler, on a envie d'avancer, etc. Et pas de juste se réassurer sur le savoir-faire. Donc ça, c'est intéressant. Je ne vais pas passer sur les deux exemples là, mais en gros, juste sur le social projeté sur l'extérieur, en fait, on a fait un choix assez fort, je pense pour ceux qui connaissent ces enjeux de production laitière notamment. Donc nous on a une traite par jour, donc classiquement ce qu'on fait normalement c'est une traite le matin, une traite le soir, donc une traite à 5h du matin, une traite à 18-19h le soir. Avec entre les deux lavages de traite, avec 2 fois de l'eau pour laver, 2 lavages du quai d'attente, etc., etc. Donc en fait aussi des externalités négatives assez conséquentes. Nous on a fait un choix de la monotraite, donc la traite le matin c'est 9h30 chez nous, il n'y a qu'une traite par jour. Et l'idée derrière, c'est que cette personne qui est employée, elle peut emmener ses enfants à l'école, venir faire la traite, laver, et repartir pour être à 17h avec ses enfants. Donc là, on commence à considérer d'abord, c'est quoi on va dire, l'occupation de cette personne dans sa journée, parce qu'en fait, elle n'a pas une journée de 14h, mais elle a une journée de 8h, donc en fait, elle est aux 35 heures, en fait, en vrai. Elle a une vie à l'extérieur qui est rendue possible. Et nous, sur notre production, c'est notre défi à 12, et comment est-ce qu'on valorise bien ce qu'on produit, parce qu'on produit évidemment moins que sur la deux traites, mais pas tant que ça, en fait, en vrai, puisqu'il y a moins d'externalités négatives. Donc en fait, même entre ce qu'on consomme et ce qu'on produit, en fait, c'est même pas 1 x 2 le rapport, loin de là. 1,2, 1,3, quelque chose comme ça. Voilà. L'outil transfo, c'est créer de la valeur pure, comme Audrey l'a dit. On a travaillé sur pas mal de choses. En fait, évidemment, il y a plein de choses que vous connaissez déjà, sur lesquelles je ne vais pas insister, mais ce qui est intéressant, c'est de définir les standards, savoir combien de temps une traite dure, se balader avec le chronomètre pour mesurer les différentes tâches, etc. Ça, c'est assez inédit. Aller en observation, Gemba, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, avec les équipes pour mesurer combien de temps dure une traite, et puis dire, ok, très bien, donc en fait, on met un standard à 2h30 pour temps de vache, etc. Et ça, on saura le faire évoluer dans le temps, en fonction de ce que je disais tout à l'heure, la distance sur laquelle il faut marcher, le nombre d'animaux, etc. Donc en fait, on a des standards qui sont un peu paramétriques, et puis on a des standards indiscutables. La traite, c'est tous les jours, et puis on ne peut pas négocier ça, quoi. Donc en fait, on fige un peu des moments qui sont assez stables, et pour l'équipe, et pour justement la partie projet à côté de ça. Parce qu'en fait, ce qu'on avait du mal à mesurer au début, c'était, on avait dit, en fait, il y a la traite, mais il y a tous les autres trucs à faire, et on ne comprend pas, tous les autres trucs avancent pas. Et donc en fait, en mesurant les standards d'une journée, on s'est rendu compte qu'en fait, en vrai, le temps efficace d'une journée, c'était peut-être 1h30. Le temps disponible d'une journée, c'est 1h30. Parce qu'en fait, tout le reste est mangé par les standards. Et si vous voulez construire un projet de clôture, de fauche, etc., où il faut préparer le tracteur, aller sur le lieu, faucher, etc. En fait, ok, merci Jean. Il y a un vrai sujet de définir en fait le réel temps qui est disponible dans une journée. Ce sur quoi je vais insister, c'est sur sécurité et formation. Donc en fait, on forme nos équipes. Voilà. En fait, on fait des formations qui sont homogènes, c'est-à-dire qu'on forme toute l'équipe à chaque fois pour que les standards attendus liés aux formations soient les mêmes pour toute l'équipe. Et le deuxième, c'est assurer une sécurité pour toutes les équipes. Donc ça, c'est notamment lié aussi au fait qu'on a des hommes et des femmes qui travaillent sur la ferme. Mais c'est un vrai sujet de dire, en fait, non, c'est pas un métier sur lequel en fait, on fait dans le dur, c'est un métier sur lequel en fait, on assure une sécurité physique avec des équipements de sécurité, psychologique sur, en fait, on peut discuter des problèmes, on peut discuter des enjeux qui font que en fait, notre attention n'est pas au maximum en ce moment. Je vais avancer un peu, je vous donne 2 exemples. Un premier exemple qui est en fait ce qu'on appelle la matrice des polyvalences. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on fait grâce à l'Institut Ligne France en ce moment.
très intéressant de savoir où en est chacun des membres de l'équipe sur la transversalité de ses savoir-faire. Voilà. Donc en fait, on n'attend pas qu'une personne ait une expertise très précise sur un point, on s'attend plutôt à ce qu'il y ait une homogénéité des expertises, pour gérer les vacances, pour gérer les absences, pour gérer plein de choses, les week-ends, etc. Parce que nous, ça tourne tout le temps, évidemment. Et donc en fait, ça va être un document considérable qu'on est en train de mettre en place. On voit très bien, en fait, donc par colonne, c'est des personnes, là je les ai masquées, mais en gros, par colonne, c'est des personnes, et vous voyez bien que là, il y a un enjeu quand même sur cette personne-là. J'avance. Il y a un vrai sujet sur la remontée d'informations. Donc là-dessus, on a beaucoup travaillé aussi. Donc on a des petites applications, je vous montrerai qu'on a construites. Mais il y a un vrai sujet sur la remontée d'informations qui est, est-ce qu'on est capable d'avoir une notion de ce que la personne est en train de faire à l'autre bout de la ferme, à un instant T. Donc en fait, on sait maintenant, grâce à ce petit bot, hein, ça c'est très facile à faire. Tu disais tout à l'heure, sans code, etc., ça c'est pareil. Hein. Là, il y a du no-code derrière, ça prend 3 minutes. Mais ça permet d'avoir des applications qui sont très orientées opérateurs et qui nous permettent d'avoir un peu, nous, une vision un peu macro de ce qui se passe à un instant T sur la ferme, très agréable. Et le deuxième truc, c'est où est-ce que je peux te dire quand j'ai un problème? Est-ce que je peux en parler? Est-ce que je peux notifier, etc. Et donc j'ai vécu l'expérience Andon la semaine dernière, je vous dis, ça m'a marqué, donc chez ACCO, qui est un gros fournisseur de tracteurs qui fait des Massey Ferguson, Valtra, etc. Et donc ils ont vraiment le Andon sur la chaîne, et donc il a été tiré devant nous, etc. C'est une expérience géniale. Et donc en fait je me suis rendu compte finalement que Slack était notre Andon. Parce qu'en fait c'est là-dessus que ça se passe quand il y a un souci très opérationnel. Au quotidien, en fait, on est capable de dire j'ai un problème, est-ce que je peux avoir de l'aide? Là, je vous en ai relevé un, mais en fait, évidemment, il y en a plein de formes différentes. Et dans nos valeurs, je me redis, parce qu'en fait, quand on a créé le projet, on a défini les valeurs du projet, il y a la valeur entraide, et cette valeur, elle est aussi incarnée par un des canaux de Slack. Je pense que tout le monde est à l'aise avec Slack, hein, ça vous parle? Il y a un des canaux qui est entraide et qui reflète bien, en fait, cette valeur-là. Comme je disais, je vais accélérer un peu, mais comme je disais, on a construit des petits outils très simples avec Glide. Donc il y a plein de manières de faire ça, mais en fait, qui sont des outils très opérationnels pour être sûr que la data soit remontée de manière homogène. Donc en fait, les opérateurs, quand ils sont sur le terrain, en fait, ils ont la petite app, et puis en fait, on valide avec eux que en fait, soit le boulot est bien fait, soit en tout cas la data est bien remontée au bon moment, de la même manière, quel que soit l'opérateur qui fait le job. Comme on disait tout à l'heure, la gestion des experts, donc ça c'est un vrai sujet parce qu'il faut leur donner une place. Et souvent ils sont un peu très omniprésents, quoi. Et l'idée c'était plutôt de dire non, en fait, toi ton rôle d'expert c'est à ce moment-là. Là t'es bon, on attend de toi en fait un retour, etc. Par contre, sur la planification, la priorisation, etc., c'est nous. Tu disparais, quoi. Parce qu'en fait tu viens perturber totalement les priorités et t'as pas du tout la vision de tout le reste qui est en train d'être exécuté. Donc en fait, c'est nous qui réintégrons en fait tout on va dire le knowledge qui apparaît et qui devient nous notre map, quoi, en fait, ouais, sur les animaux. Autre chose par rapport aux experts, j'ai pas noté là, mais qui est très important. En fait, on a transformé nos experts, non pas en médecins, on a une veto ici, mais non pas en médecins un peu. Une fois que j'ai la maladie, j'agis, mais plutôt en amont, en disant comment est-ce qu'on peut anticiper les choses. C'est beaucoup plus apaisant de dire, en fait, on devient bien meilleur à anticiper plutôt qu'à faire le curatif, quoi. Voilà. Il nous reste plein de choses à faire, j'arrive presque au bout. Moi, un des enjeux que je porte beaucoup, c'est, enfin, là, la chance, c'est qu'Audrey, elle accepte beaucoup ces discussions, mais c'est que, en fait, ces sujets d'amélioration continue deviennent quelque chose qui soit de la culture d'entreprise. Donc que tout le monde rentre dedans. Donc en fait, il y a un débat très ouvert chez nous. On essaie d'éduquer tout le monde, etc. C'est pas une lubie, en fait, c'est vraiment un truc opérationnel. Même je vous donne juste un autre exemple, mais côté événementiel, donc c'est bizarre parce qu'on fait du link dans l'événementiel aussi, du coup, par activité. Et en fait, on fait des problem solving sessions. Donc en fait, toute l'équipe participe à la gestion des problèmes qu'ils ont eux-mêmes. Donc en fait, on essaye de faire en sorte que tout ça, ça devienne du tangible pour les équipes, du quotidien, etc. C'est pas un truc théorique, c'est vraiment de la pratique. Tu veux pour finir? Ok, donc voilà, vous l'avez vu, c'est avant tout peut-être qu'on a moins les outils que dans d'autres industries, mais on a vraiment insisté sur cette culture d'entreprise. Je vous l'ai dit au début, on va avoir de plus en plus de complexité dans les opérations par la diversification de nos productions. Les incertitudes climatiques sont de plus en plus fréquentes.
Et aussi, je le dis, si on regarde purement, et ça c'est mon côté modélisation économique, tout ce qui est non nourricier tourne beaucoup mieux que les modèles nourriciers. Donc l'agriculteur, c'est quand même le seul entrepreneur dont vous avez tous besoin 3 fois par jour pour vous nourrir. Et donc moi, j'ai une préoccupation aussi, c'est que si on ne rend pas d'attractivité sur les modèles nourriciers, vous mettez des panneaux solaires sur des champs et il y a une profitabilité, un confort d'exécution qui n'est pas celui de notre structure, de notre prix du lait ou de notre blé. Donc c'est aussi pour nous ce qui nous intéresse, c'est vraiment l'hybridation, parce que les deux ne sont pas à l'opposé, mais pas justement ramener de la valeur, mais donc plus de complexité dans ça. Tout à l'heure, vous avez commencé pour dire on a besoin de la terre pour se nourrir. On voit aussi beaucoup de méthodes alternatives, fermentation de précision, on sait faire du lait sans vache, indoor farming, qui sont pour moi un vrai questionnement aussi sur les modèles en lien avec le vivant, parce que le paramètre humain de trouver des salariés dans nos territoires et climatique fait qu'on doit être des employeurs avant tout, d'où cette importance de la culture d'entreprise. Et je crois qu'il me reste aussi une slide. C'est 3 choses que je voudrais partager. On a une industrie à ciel ouvert, et donc tout se voit. Et dans cette phase de transition, quand on a voulu régénérer les sols, mettre en place le fait que notre ferme est fermée le samedi après-midi et le dimanche après-midi, parce qu'on ne transforme pas les yaourts le week-end, et que donc ceux qui travaillent le week-end font 8h30, 13h30, j'avais plein de trucs avant, mais le regard des voisins agriculteurs, tu peux pas faire ça. En fait. Ça se fait pas. Tu vas être ouverte, on va pouvoir venir dans une ferme. Donc il y a une pression, et nous on pense souvent dans ce qu'on transmet à des enfants d'agriculteurs, c'est à peu près 30% des personnes qu'on a accompagnées. On a accompagné 10 000 personnes avec Hectare, dont énormément d'enfants d'agriculteurs. Il y a ce changement de perception, et je crois que la démarche Lean, c'est un changement du rapport à l'identité même de ce qu'est être agriculteur. C'est quoi la vision du succès? Ça c'est vraiment quelque chose qui pour nous est notre prochaine étape. On a commencé à faire des initiations, et c'est vrai qu'on a mis ce schéma-là. On a encore beaucoup de résistance dans certains schémas de pensée. C'est un métier où le labeur a été mis en avant, le temps de présence plus que l'efficacité, et ça c'est un peu notre démarche maintenant avec Hectare, c'est de pouvoir continuer à avancer sur notre ferme, mais aussi transmettre et mettre en avant ces rôles modèles, parce que ça me tient aussi à cœur, c'est un formidable métier. Et encore une fois, merci pour la bienveillance de l'Institut Lean et de vous tous, parce que on a encore plein de choses à faire, mais en tout cas on a été chaleureusement accueillis pour ces premiers pas dans cette démarche d'amélioration continue.